Merci tout d'abord d'être là. Je remercie Thomas, Jucac et tous ses partenaires de l'invitation. C'est une occasion que j'apprécie au plus haut point. J'espère que, après m'avoir entendu, vous aurez la même opinion. Nous avons besoin, et c'est impérieux, de conduire un débat rigoureux et vigoureux sur ce qui est en train de se déployer. Parce que le paradoxe est total, alors que depuis des années, on reproche, on espère, on demande, on met en demeure le Parti québécois de déposer son projet de société, c'est le Parti libéral qui est en train de le faire. Ce qui se déploie sous nos yeux, c'est quelque chose de beaucoup plus gros, de plus lourd de conséquences que les simples discussions sur le remboursement de la dette, la réduction de l'impôt. En fait, l'expression qu'on pourrait utiliser pour décrire ce qui est en train de se passer, on la retrouve souvent, c'est une image que j'aime beaucoup, on la trouve dans la campagne française. Ceux qui sont déjà allés ont peut-être remarqué au passage à niveau cette affiche qu'on voit à beaucoup d'endroits et qui dit tout simplement « Attention, un train peut en cacher un autre ». Et c'est, je pense, tout à fait ce qui est en train de se passer. On ne peut pas regarder la situation actuelle sans y découvrir, et j'espère pouvoir vous en convaincre, des choix fondamentaux qui sont réalisés et enveloppés dans des considérations techniques. Il faut aller bien au-delà de ces discours comptables pour bien comprendre que les Québécois sont conviés, plus ou moins explicitement, mais certainement mis devant des choix de société comme ils l'ont rarement été au cours des 40 dernières années, campagne référendaire ou pas. La thèse principale que je vais essayer de vous démontrer, c'est que l'austérité est un paramètre. C'est essentiellement un artifice idéologique enveloppé dans des considérations comptables, techniques, pour réaliser une manœuvre beaucoup plus lourde qui est celle de la reconfiguration de l'État du Québec, celle de la redéfinition de son rôle et de sa place dans la société québécoise. On va d'abord faire un rappel simple. Des fois, ça marche, s'il vous plaît. Voilà. On va commencer par le commencement. Depuis au moins 25 ans, partout en Occident, la notion d'impôt est remise en cause. Ce qu'on aura appelé les mouvements néolibéraux ont, depuis au moins Margaret Thatcher en Angleterre, mais intellectuellement depuis plus longtemps avant, avec des gens comme Milton Friedman et Frédéric Hayek, ont remis en cause la légitimité de l'impôt. Pour les néoconservateurs, l'impôt, c'est un mal nécessaire qu'il faut contenir à sa plus simple expression. Et sa plus simple expression, c'est essentiellement le financement au minimum des infrastructures assurant la justice, la sécurité et la défense. Tout le reste est considéré par ces courants comme susceptible d'une dérive
vers l'insouciance, le luxe et je vais dire presque la luxure, c'est-à-dire la propension à vivre au-dessus de ses moyens. L'impôt, c'est d'abord la façon de construire la réalité matérielle du bien commun. C'est l'instrument par lequel on peut financer les missions de l'État, et ces missions-là, elles sont variables au fil du temps et selon les sociétés, mais essentiellement, l'impôt est consubstantiel à la construction de l'État. Et dans les États et dans les régimes démocratiques, l'impôt est l'instrument par lequel les finalités sociales se matérialisent. C'est très important de comprendre ce lien entre les finalités sociales et l'impôt, parce que les choix démocratiques sont financés par ce mécanisme. C'est aussi un instrument de solidarité sociale dans la mesure où l'impôt est un devoir civique où chaque citoyen, dans la mesure de ses moyens, est appelé à contribuer à ce qui fait le bien commun et la qualité de la vie. Au fil des années, et selon les régimes, l'extension de cette solidarité sociale a pu varier, mais essentiellement, dans les régimes démocratiques contemporains, et particulièrement depuis l'après-guerre, l'impôt servait à construire les rapports les plus égalitaires possibles entre les citoyens et reposait sur cette notion de l'universalité des droits et de l'universalité d'accès. C'est un des pivots de ce qu'on appelle le keynésianisme, la doctrine économique de John Maynard Keynes, que de définir une contribution à la hauteur de ses moyens pour soutenir une consommation et un usage des services à la hauteur de ses besoins. Ça rendra qu'il y a toujours une disparité entre ces deux pôles et que le travail incessant du débat démocratique, c'est de les ramener le plus possible en convergence. Donc l'impôt, c'est aussi un instrument de redistribution et d'équité entre les différents groupes sociaux, entre les classes sociales. Et toucher à l'impôt, c'est toujours faire des choix sur la tolérance que nous avons ou que nous n'avons plus à l'endroit des inégalités sociales. Donc, l'impôt, ce n'est pas le vol. L'impôt, ce n'est pas le luxe. L'impôt, c'est une nécessité et c'est un véritable instrument de construction du bien commun. C'est important de faire ce rappel parce que, bien entendu, qui dit austérité renvoie forcément à ce débat sur la disparité entre les revenus disponibles, donc entre l'impôt prélevé et les services offerts, les visées, donc égalitaristes et redistributives, si tant est que ce soit encore des idéaux partagés. C'est donc dire que, pour parler d'austérité, il faut d'abord s'entendre sur l'état des finances publiques. Le thème préféré des néolibéraux
c'est de dire que les finances publiques, que les prélèvements par l'impôt entravent l'initiative économique et pèsent trop lourd sur la dynamisation du développement. Ce thème-là, qui a été particulièrement développé sous Thatcher et Reagan, a été synthétisé dans le renversement des perspectives. Reagan et Thatcher ont dit l'État n'est pas partie de la solution, l'État, c'est le problème. Les politiques néolibérales appliquées en Angleterre d'abord, aux États-Unis et en Europe, selon des séquences variantes selon les pays, on le sait maintenant, on produit une croissance des inégalités. Cette croissance des inégalités, donc cet écart grandissant entre les riches et les pauvres, s'est traduit par un rétrécissement des classes moyennes et par une détérioration objective des conditions de vie des plus démunis, de ceux qu'on retrouve dans les tranches de revenus les plus basses. Ces inégalités-là, elles sont mesurées de différentes manières, mais il n'y a à peu près plus d'instances internationales, qu'il s'agisse du FMI, de l'OCDE, ou même de la Banque mondiale, qui ne reconnaissent qu'elles ont cru au cours des 30 dernières années. Les explications sont variées, mais elles se situent généralement toujours dans ce contexte idéologique du débat sur moins d'État, plus de marché, moins d'impôts, plus d'investissements. Dans le contexte du Canada du 21e siècle, ce n'est plus vrai que réduire l'impôt suscite et stimule l'investissement. Même les grandes entreprises, les grandes associations patronales du Canada, même le Conference Board, même la Banque du Canada s'en inquiètent désormais. En dépit de réductions substantielles des contributions fiscales des entreprises, l'investissement ne décolle pas, alors qu'il y a des sommes faramineuses en liquidité dans les coffres des entreprises. Les évaluations varient, là, mais c'est près de 600 milliards. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas de lien automatique entre soulaver le fardeau fiscal des entreprises et voir croître les investissements, comme le prévoyait la théorie. Donc, moins d'État, plus de marché, plus de privé, plus d'investissement, c'est brouillé. Mais plus fondamentalement, ce qui est au cœur de la redéfinition des rapports quand on parle de la fiscalité, c'est les fonctions redistributives. Les néolibéraux soutiennent que le filet de sécurité sociale, que la redistribution d'une part de la richesse pour soutenir, comme on disait dans le keynésianisme, soutenir la demande, soutenir le pouvoir d'achat, que ça produit un effet pervers qui est d'encourager la paresse. Vous avez entendu, comme moi, cette hargne qui est régulièrement déployée pour faire la chasse aux assistés sociaux, pour faire la chasse aux abuseurs de systèmes en santé. Vous savez, ces paresseux qui se rendent à l'hôpital en ambulance, qui facturent des frais à l'État. On a tous entendu ces stéréotypes-là. Les néolibéraux ne sont pas contre la solidarité sociale.
mais ils ne veulent plus qu'elle s'exerce via l'État. Ce sont des partisans de la voie caritative. Ils souhaitent que le rapport aux pauvres passe par l'initiative privée, d'où leur engouement pour les grandes fondations de tous ordres, à commencer par celle du Chef du Soleil dans notre cas de la liberté, son One Drop, ou de Steve Jobs et de tous les autres. Mais ce qu'il y a derrière cette privatisation de la voie caritative, c'est la rupture avec le principe d'universalité. Quand vous privatisez la charité, vous vous octroyez le privilège de choisir vos pauvres. Donc, vous pouvez choisir ceux qui correspondent à la représentation que vous voulez avoir ou donner de ce que c'est qu'être pauvre. D'où les débats réguliers sur on devrait confisquer la carte d'assurance maladie de ceux-là qui fument trop, les mangeurs de beignes. Il y a toutes sortes de critères qui sont évoqués, mais qui, au fond, derrière l'anecdote, visent tous la remise en cause du principe d'universalité. Dans notre cas, ce débat, il n'est pas étranger à ce qui se passe ailleurs, et il est transposé dans un cadre politique très particulier, où le débat sur la fiscalité est écartelé entre deux ordres de gouvernement. Quand les Québécois pensent à l'impôt, ils doivent et devraient toujours penser qu'ils ont deux portefeuilles. Un dans lequel ils mettent 50 quelques milliards à Ottawa, et un autre dans lequel ils en mettent autant et un peu plus à Québec. Ce dédoublement de la fiscalité contribue pour beaucoup à rendre opaque le débat démocratique sur l'établissement des priorités, sur les finalités de l'impôt. Les Québécois qui spontanément se tournent vers le gouvernement du Québec comme vis-à-vis de leur gouvernement national ont depuis déjà trop longtemps pratiqué un regard très distrait et insouciant à l'endroit de ce qui se passe à Ottawa concernant l'utilisation de ce 50 milliards par un autre ordre de gouvernement. Or, cette insouciance qui nous entraîne à ne pas faire la somme et à ne pas considérer dans cette conciliation-là ce qu'il arrive des choix de société, elle est accrue et amplifiée par une autre réalité qui est la suivante, c'est que dans l'ordre fiscal canadien, ce sont les provinces, et dans notre cas le Québec, qui sont responsables des services aux personnes. Et c'est à Ottawa que se font les choix sur les grands paramètres de la politique militaire, du commerce international, de la sécurité et de la défense. Si bien que c'est facile pour les Québécois, ou pour un trop grand nombre d'entre eux, de ne pas faire le lien entre la totalité des impôts qu'ils payent et la vie qu'ils mènent. Parce que ce sont les instances relevant du gouvernement du Québec qui livrent les services. C'est le gouvernement du Québec qui accorde les prestations d'aide sociale, qui finance l'éducation, qui finance la santé, etc. Et, pour rendre la chose encore un peu plus compliquée, une partie de ces missions-là est financée par
un mécanisme de redistribution des revenus des impôts payés par les Québécois qui reviennent dans le système pour soutenir le financement de la santé, de l'éducation supérieure, de la recherche, de l'aide sociale, etc. Il est donc difficile de suivre véritablement le cheminement de toutes les sommes que nous versons en impôts. Cela aura eu un effet absolument délétère sur le débat public au Québec. Nous sommes devenus de véritables schizophrènes. Nous faisons le débat sur l'austérité sans faire la conciliation de tous les impôts que nous payons et de toutes les dépenses que nous faisons. Si bien que la question du déficit structurel est essentiellement brouillée par le va-et-vient que nous pouvons faire, ou que les idéologues peuvent faire, en jouant tantôt sur le registre fédéral, tantôt sur le registre provincial. Avons-nous un problème de revenus ou un problème de dépenses? Si tous nos impôts étaient payés au même endroit, ou si à tout le moins nous faisions le total des dépenses et des revenus, nous pourrions avoir une idée relativement claire de la situation. Aujourd'hui, il faut faire des thèses de doctorat pour réussir, dans le contexte québécois, à approcher d'une définition claire de la situation. Alors, on va tâcher de déshabiller le sujet tranquillement. Est-ce que nous payons trop d'impôts? On ne se posera même pas la question de savoir si on dépense trop. Est-ce qu'on prend trop d'argent dans les poches des citoyens? Il existe une flopée de méthodes pour calculer ça. Mais l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, classe le Canada, dans son ensemble, parmi les pays où le fardeau fiscal est le moins élevé. En faisant des comparaisons systématiques des différentes méthodes. Quand on regarde le portrait consolidé, quelles sont les recettes globales? Les particuliers, les entreprises, ce qu'on verse au gouvernement fédéral, ce qu'on verse au gouvernement provincial, quand on fait la somme de ça, on arrive à un portrait assez curieux. C'est que nous payons beaucoup moins d'impôts que nous en payions il y a 10 ans, 15 ans. En 2000, les prélèvements consolidés, donc toutes catégories confondues, représentaient une ponction équivalente à 40,9%, 41% du PIB. 10 ans plus tard, on était à 37. C'est donc dire que sur une période relativement courte, l'État fédéral, les États provinciaux ont subi, et en fait se sont administrés eux-mêmes, une réduction substantielle de leurs revenus. C'est une réduction de 3,84 points de pourcentage, ce qui est énorme. Ça aura même bougé un peu, puisque en 2010 et en 2011, on a augmenté la TVQ. Mais même en tenant compte de cette augmentation, on est encore à un peu plus de 3% de réduction. Donc, sur le plan global, ce n'est pas vrai
que les États, ou que le régime fiscal est en train de nous étouffer. La ponction est moins grande qu'elle n'était. Alors, ceux qui veulent nous décrire dans un enfer fiscal ont un problème de conciliation. On a déjà payé plus d'impôts. Mais, c'est pas tout le monde qui en a payé autant. Quand on regarde la façon dont les prélèvements se sont faits, le taux d'imposition des riches a singulièrement baissé. On peut jouer sur la définition de riche et choisir la strate qu'on veut, mais globalement, c'est une réduction très substantielle de la contribution des plus riches au financement des activités de l'État. Déshabillons le sujet encore un peu plus. Je ne sais pas si on est dans la 51e nuance de gris. Mais, donc, quand on regarde le fardeau fiscal des particuliers, c'est vous et moi, on se rend compte que on paye, nous, comme individus, même en tenant compte de la hausse de la TVQ, on paye un peu moins d'impôts qu'on en payait en 1990. Écoutez, même le Fraser Institute, qui n'est pas particulièrement un repère de gauchistes, là, reconnaît que en l'an 2000, ça représentait 46% du revenu moyen et qu'aujourd'hui, c'est 41%. Donc, si on souffre, il faut bien reconnaître qu'on souffre un peu moins. Mais il faut examiner quelles sont les conséquences pratiques de ça. Si nous avions conservé la même structure d'imposition que celle qui prévalait en l'an 2000, il y aurait, 10 ans, il y aurait eu, en 2009, 11 milliards et demi de dollars de plus dans les coffres. Donc, le gouvernement ou les gouvernements ont choisi eux-mêmes de réduire leurs revenus. Ça ne prend pas un doctorat en mathématiques pour comprendre que si vous réduisez vos revenus et que vous ne touchez pas à vos dépenses, vous allez être en déficit. Mais dans ce cas-ci, ça ressemble étrangement au prétexte du gars qui, pour battre son chien, prétend qu'il a la rage. Les réductions d'impôts accordées au gouvernement fédéral et au gouvernement du Québec ont un effet cumulatif. Ils s'entraînent l'un l'autre. Et les choix du gouvernement fédéral ont un effet direct sur les choix des gouvernements provinciaux, puisque si les gouvernements provinciaux ne s'alignent pas, les choix fédéraux déclenchent la guerre fiscale. Donc, ils nous tirent vers le bas toutes les fois qu'ils choisissent de baisser leur niveau de revenu. Alors, le gouvernement du Québec a suivi, et non seulement il a suivi, mais il s'en est fait une idéologie, et il a lui aussi choisi de réduire ses impôts. Nous allons publier la semaine prochaine, au début de l'autre, une étude qui prend la mesure de ces coûts-là et qui va montrer très clairement, c'est pas nos chiffres même, c'est ceux du directeur parlementaire du budget à Ottawa qui doit absolument avoir l'air de recourir à un tiers indépendant, ou en tout cas indépendant de lui. Il n'y aurait pas de déficit.
le gouvernement du Québec. Il n'y aurait pas de déficit. C'est pas rien. Okay? Avec le même niveau de croissance des dépenses, il n'y aurait pas de déficit. Alors, c'est faux que le fardeau fiscal soit le principal facteur qui explique l'écart entre nos revenus et nos dépenses. S'il y a une dysfonction, c'est celle justement de ne pas ajuster nos revenus à notre niveau de dépenses. Nos dépenses, et les études l'ont à peu près toutes montré, n'explosent pas. Elles sont dans des fourchettes variables de taux de croissance, mais elles n'explosent pas. Ce qui est en train d'imploser, ce sont vos revenus. Alors, c'est la baisse du revenu qui explique l'écart budgétaire. Et ça, c'est uniquement là, en regardant les particuliers. Là, si on regarde les entreprises, elles sont loin de souffrir. En 2000, elles contribuaient l'ensemble des prélèvements était à hauteur de presque 13% du PIB. 10 ans plus tard, c'était à 11%. Et si on exclut les cotisations sociales, la contribution à l'assurance maladie, l'assurance chômage, c'est-à-dire le régime de pension et, dans notre cas, la CSST, le fardeau, la contribution, la ponction pour les entreprises nous ramène à 1981. L'État prend quelques années en arrière. En fait, 7,5% du PIB. Donc, non seulement on en prélève moins, mais le système repose sur une inéquité, puisque les entreprises ne font pas leur juste part si on la compare à celle des particuliers, et que d'autre part, évidemment, ces mêmes entreprises ne font pas ce pourquoi on aurait pu justifier de leur en demander moins, c'est-à-dire investir pour soutenir la croissance et le développement. Là aussi, on peut garder un rayon de bibliothèque complet sur les études comparatives sur le fardeau fiscal des entreprises. Une des plus récentes est celle de KPMG, la multinationale des services conseils, qui a comparé, je crois que c'était à la demande de la Chambre de commerce ou de groupe patronal quelconque, qui a comparé Montréal aux 51 villes comparables dans 10 pays. Montréal se classe troisième parmi les 50. Troisième plus faible pour ce qui est du fardeau. Donc, encore là, c'est pas l'enfer pour les entreprises, loin de là. Si on compare maintenant simplement au niveau fédéral, cette baisse-là a été réduite de 6 points de pourcentage. C'est énorme, là, on parle de très grosse somme, depuis 2005. Si on fait le taux combiné, c'est au Québec, en Amérique du Nord, que les entreprises payent le moins. Donc, notre capacité fiscale concurrentielle est extraordinaire, si on veut prendre le point de vue de l'entreprise, plutôt généreuse, brisant le gaspillage, si on prend un point de vue redistributif. Le taux combiné fait que la contribution des entreprises au Québec est à 27%, 35% aux États-Unis, et là, je me rends compte qu'il y a un chiffre qui a sauté. Au Mexique, c'est 50. Donc, nous sommes dans une position
très curieuses où on les entend encore en réclamer des baisses d'impôts, de l'allègement fiscal, alors que déjà, nous sommes dans une position qui ne peut s'interpréter autrement que comme une position de riches. Il n'y a rien que les riches qui peuvent faire ça. Les riches ou les victimes d'injustice, c'est plutôt la deuxième option, hein, puisque dans notre cas, les particuliers assurent la plus grande part de la fonction fiscale. Ça, c'est pour ce premier mécanisme de constitution du trésor public, de l'argent avec lequel l'État finance ses missions et les services. Mais, comme nous sommes dans un régime à deux portefeuilles, dans une double fiscalité, il faut aussi tenir compte de l'ordre fiscal canadien, c'est-à-dire les mécanismes de redistribution et de transfert des impôts perçus, entre autres, par Ottawa, qui ne finance pas directement les services et qui contribue aux gouvernements provinciaux par des versements fixés par entente et par un mécanisme de redistribution qui s'appelle la péréquation. Or, depuis une vingtaine d'années, ce sont les décisions unilatérales d'Ottawa qui sont le principal facteur de déstabilisation des finances publiques du Québec. Ça, c'est extrêmement important. La réduction des transferts se fait sans que les Québécois aient un mot à dire sur les mécanismes d'arbitrage et sans que le point de vue du gouvernement du Québec soit déterminant de quelque manière. Cette réduction des transferts, de 2009 à 2013, c'est 6,5 milliards de moins dans les coffres du gouvernement du Québec. Ça, c'est plus que ce dont nous avons besoin pour boucler le budget, là. Le déficit, il tient donc à cette double mécanique de réduction des revenus fiscaux et de réduction des transferts. Et ça, c'est évidemment toujours avec notre argent. Parce que les transferts qui sont réduits, c'est la part des impôts des Québécois que le gouvernement canadien choisit de ne pas donner aux Québécois. Il l'utilise à d'autres fins. Ce qui ne veut pas dire que les Québécois ne sont pas indirectement bénéficiaires, mais ça veut dire à tout le moins qu'ils n'ont pas droit au chapitre pour ce qui est des arbitrages, pour faire des choix, pour savoir si c'est plus important d'avoir 30 milliards d'injectés pour financer la construction de la flotte maritime ou d'avoir un système de garderie qui marche. Ces arbitrages-là ne se font pas avec les mêmes impôts provenant des deux portefeuilles de la même personne. Depuis le milieu des années 90, les transferts fédéraux dans les recettes totales du gouvernement du Québec ont fondu. Ces transferts-là sont passés de 25% à 15%. En 2009, c'est les plus récents chiffres qu'on a pu trouver, ça représentait une diminution de 4,7 milliards.
ça commence à faire pas mal d'argent. Où est passé cet argent? Ben, cet argent, il est passé pour financer la guerre en Afghanistan, passé pour acheter des avions militaires, passé pour financer des expéditions meurtrières en Irak, passé pour financer et subventionner l'extraction du pétrole sale des sables bitumineux, passé pour financer et transformer les choix extractivistes de ressources naturelles du Canada. Il y a donc quelque chose de profondément humiliant, véritablement, à utiliser l'argument de la péréquation. La péréquation, c'est pas la charité, c'est pas un gouvernement bienveillant à Ottawa qui nous donne de l'argent parce qu'on est une bande de gueux. C'est un mécanisme redistributif. Essentiellement. S'il y a de la péréquation, c'est parce qu'Ottawa perçoit trop d'impôts. Plus simple que ça. Et ce mécanisme-là a été inventé pour maintenir la capacité fiscale des différentes provinces, pour ne pas que ce soit la guerre de tous contre tous à l'intérieur du système canadien. Alors c'est une honte, c'est une véritable honte d'entendre le premier ministre du Québec nous traiter de quémandeurs, puis de quémandeurs ingrats qui lèvent le nez sur le pétrole sale qui devrait passer sur notre fleuve et dans notre territoire, parce que l'Alberta nous fait vivre. C'est odieux. C'est absolument odieux. Il faut être sans fierté. Et en plus, ça n'a rien à voir avec les programmes sociaux. La redistribution, la règle de redistribution de la péréquation est étrangère aux programmes sociaux. Que vous payez des garderies ou que vous décidiez de donner l'argent pour l'aide internationale ou pour subventionner les centres de commerce, ça n'a rien à voir. La règle de redistribution, c'est le prorata de la population. Et la raison pour laquelle le chiffre est gros quand on parle de la péréquation que touche le Québec, c'est parce qu'on est 8 millions. Si vous prenez les chiffres au prorata, c'est l'île du Prince-Édouard qui va chercher le championnat, puis le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse. En fait, nous sommes au 6e rang parmi les provinces qui touchent la péréquation. Alors, il y a quelque chose là, non seulement d'humiliant, de sans fierté, mais de profondément malhonnête sur le plan intellectuel, à nous jouer des gros chiffres comme si c'était l'ampleur de notre insouciance ou de notre indigence qui les justifiait. C'est une règle simple de division qui explique le montant. Alors, quand on considère l'effet combiné de ces deux éléments, on arrive à quoi? L'expression est revenue dans le discours politique des 2 dernières années. On arrive à constater qu'il y a un déséquilibre fiscal. Les plus vieux d'entre nous ici se rappellent qu'au début des années 2000, le rapport de Yves Séguin, l'ancien ministre libéral des Finances, avait été commandé par le gouvernement péquiste, et le rapport Séguin avait constaté que cette disparité où le fédéral se retrouve dans des surplus et où les provinces sont tirées vers le bas, vers les déficits, ben, c'était pas mystérieux, c'était pas moralisateur, ça reposait sur des règles de fonctionnement. Le gouvernement fédéral fait des transferts vers les provinces et vers les particuliers en suivant essentiellement la démographie. Ça repose sur les tendances démographiques. Alors qu'au provincial, ben, le financement des biens et services, lui, il croît plus vite que l'économie, parce que, justement, la démographie a ses propres règles. Il y a plus de soins de santé, de vieillissement, bon, etc.
Si bien que cette disparité-là, elle est structurelle. Et, bon, le rapport Séguin avait fait des recommandations qui sont restées lettres mortes. Et là, ben, ça recommence. C'est l'éternel recommencement à ces matières. Okay? Dans le débat en cours, ben, si on veut rétablir du côté des revenus un meilleur équilibre, bien sûr, il y a des solutions techniques qui relèvent du gouvernement du Québec lui-même, qui peut créer de nouveaux paliers d'imposition, qui peut augmenter les taux d'imposition, hein, faire payer davantage les plus riches, créer des seuils plus élevés. Et là-dessus, encore une fois, il y a des pudeurs qui sont sans fondement. Quand il s'est agi de sortir de la crise des années 30, le New Deal américain imposait un taux marginal d'imposition de 91% sur les paliers supérieurs les plus riches. Et comme dit Paul Krugman, célèbre économiste américain, loin de tuer le capitalisme, ça l'a sauvé. Alors, ceux qui s'énervent quand on parle de vouloir hausser le taux d'imposition des plus riches, ben, ils s'énervent sur des fantasmes parce que les faits les contredisent. Et encore une fois, les solutions qui sont à la portée du gouvernement du Québec sont elles-mêmes limitées par les choix que peut faire le gouvernement d'Ottawa. Et là, nous sommes véritablement dans la confrontation des échelles de valeur. Les choix relèvent du débat social et des aspirations des collectivités. Si on s'est donné des services de garde au Québec, c'est parce qu'on les voulait et que nous les avons construits. Le Canada, ça ne l'intéressait pas. Il commence maintenant à voir que ça pourrait être bien intéressant. Mais nous, ça fait 30 ans que le monde se décarcasse pour les monter, ces services de garde. Okay? Et ça fait à peine une douzaine d'années, quinzaine d'années que l'État du Québec participe au financement. Avant, là, ça se faisait à l'huile de poudre et à l'engagement communautaire. Le Canada faisait d'autres choix. Les solutions fiscales, donc, ne concernent qu'une partie du problème d'appauvrissement des revenus. Si on veut s'attaquer au principal facteur de déstabilisation des finances publiques, il faut s'attaquer au régime de répartition des impôts prélevés entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Il faut donc s'entendre pour que le gouvernement fédéral, qui perçoit trop d'impôts, cède des points d'impôt aux gouvernements provinciaux, comme dans notre cas au gouvernement du Québec, et redécoupe le champ fiscal pour que le Québec puisse financer convenablement les services qu'il veut se donner. Notre problème est le suivant. Le gouvernement Charest, comme le gouvernement Couillard, ne sont plus en demande sur le gouvernement canadien. Ils ne demandent rien, ce qui revient à dire qu'ils acceptent de gouverner le Québec avec les moyens que le Canada lui laisse. C'est pas un détail. Ça veut dire qu'on envoie 50 milliards à Ottawa. On leur dit, faites ce que vous voulez avec, et nous autres, on va s'organiser ensuite. On prendra la facture. Ce qui revient à dire que puisqu'il n'y a plus aucune revendication de type nationaliste de la part des gouvernements libéraux depuis les 15 dernières années,
Ça revient à dire que, fondamentalement, plutôt que de faire un combat avec Ottawa, le gouvernement du Québec fait le combat avec sa propre population. Au lieu de faire une chicane, ce qu'on fait, c'est qu'on chauffe la maison en brûlant les meubles pour s'ajuster à un régime fiscal qui n'est pas remis en cause. Et il s'en était pathétique, jusqu'à il y a quelques semaines, de voir le gouvernement fédéral nager dans les surplus et de voir le premier ministre canadien fantasmer à voix haute sur tout ce qu'il allait pouvoir faire comme baisse d'impôts pour remporter sa prochaine campagne électorale, pendant qu'au Québec, on avait les petits caporaux comptables qui venaient nous dire qu'on vivait au-dessus de nos moyens. C'est une avenue qui va être extrêmement difficile à pratiquer que celle du redécoupage fiscal. Évidemment, d'abord, parce que comme le gouvernement ne le demande pas, on ne voit pas très bien pourquoi Ottawa nous l'offrirait. Et en plus, c'est que le 50 milliards que nous envoyons à Ottawa, nous n'avons plus aucun mécanisme démocratique pour influencer les arbitrages. Les Québécois ne veulent pas l'entendre, ils ne l'ont pas réalisé encore, mais la minorisation est complétée dans le système fédéral. Il est désormais possible au Canada de former des gouvernements majoritaires sans qu'un seul député soit élu au parti gouvernemental. Ça peut être un gouvernement conservateur, ça peut être un gouvernement libéral ou NPD, quand bien même il n'y a aucun député au Québec, et il peut être majoritaire. Ce qui revient à dire que la majorité canadienne, et c'est normal, va gouverner pour elle-même. Ça, c'est pas sorcier. Elle va gouverner en fonction de ses préférences et de ses intérêts et de ses orientations. Alors, gouverner avec les moyens que le Canada nous laisse, c'est essentiellement composer avec les arbitrages que fabrique une autre majorité. Alors, ces arbitrages-là, c'est très, très lourd de conséquences. Par exemple, les sondages montrent, mois après mois, que les Québécois ne trouvent pas ça une bonne idée d'exploiter les sables humides. Ils ne sont pas particulièrement ravis de voir circuler ça sur leur fleuve, et ça les inquiète de voir les pipelines traverser leur territoire sans qu'ils aient même un mot à dire. Okay? On peut faire des manifestations au gouvernement. On peut déchirer nos chemises et hurler. La vérité des faits, c'est que chaque année, c'est plus de 325 millions de nos impôts qui représentent la part que nous versons pour subventionner les énergies fossiles au Canada. Les sables bitumineux, on peut les détester tant qu'on voudra, on les finance. Alors c'est ça, vivre avec les arbitrages qui sont faits à l'extérieur du débat démocratique. On a eu 40 quelques morts à Mégantic. Les télévisions ont fait du human interest, comme disait Michel Chartrand, appelait Révin avec ça, ça pleurait, c'est pas pour minimiser la douleur des gens, mais on l'a spectacularisé. Pour rien. Ça n'a servi à monter aucune mobilisation. Résultat des courses, il passe plus de trains pétroliers maintenant qu'au moment où il y a eu l'accident de Mégantic. Pourquoi? Parce que c'est Ottawa qui décide et, point à la ligne, il n'y a pas d'arbitrage possible par la voie démocratique québécoise.
Et là, ben, s'il suffisait d'en rajouter sur le manque de fierté et sur le mépris consenti, la Cour vient de dire que les Québécois n'auront pas droit à l'intégralité de la documentation en français sur le pipeline transcanadien. Okay? On vient de se faire dire que non seulement on va vous passer sur le corps, mais en plus, vous allez lire le vote d'emploi en anglais si vous lisez l'anglais, quant aux autres, tough luck. On vient de dire, hier, on vient de dire que pour ce qui est de l'utilisation du territoire du Québec, les Québécois ont moins de droits que tous les autres. Et vous allez les entendre, là, j'en ai rencontré pas plus tard que la semaine dernière, des gens qui ne parlent pas un mot d'anglais, c'est pas une part, c'est normal d'être unilingue dans n'importe quel pays du monde. Okay? Qui ne parlent pas un mot d'anglais, qui ont reçu par la poste la documentation, qui sont allés se faire traduire chez le beau-frère, hein, pour se faire dire que le pipeline allait passer dans leur cours. Alors, les solutions politiques, dans ce cas-là, on comprendra qu'elles ne peuvent pas être uniquement alignées sur du bricolage technique. Il y a quelque chose de plus qui se joue là, quelque chose de plus important. Et c'est là que le train en cache un autre. Essentiellement, le fait d'accepter de gouverner le Québec avec les moyens que le Canada lui laisse, ça place le gouvernement Charest d'abord, mais ensuite le gouvernement Couillard, dans une conjoncture très particulière qui lui est éminemment favorable. Les planètes s'alignent, puisqu'il y a la convergence d'un programme politique et d'une idéologie politique, une idéologie économique, c'est-à-dire le néoconservatisme et la construction de l'État unitaire canadien viennent se renforcer l'un l'autre. Dans tout le débat sur le procès de l'État, ça vous allez l'entendre sur toutes les radios poubelles à nauséam, c'est toujours la cible, c'est toujours l'État du Québec. Le Canada est allé en guerre en Irak et on ne peut même pas savoir la facture. Okay? Personne ne défire sa chemise là-dessus. Et puis il y a une caméra d'incivière dans les salles d'urgence toutes les fins de semaine pour nous dire jusqu'à quel point on est médiocre puisque Mme Tartampion passe 3 heures sur une civière dans le corridor de l'urgence. Cherchez l'erreur. En fait, c'est une cohérence qui se dégage, qui est absolument dévastatrice, parce que tous les champs que le Québec abandonne, le fédéral pourra toujours les envahir. Et c'est ce que l'on peut dire différencie le gouvernement Couillard du gouvernement Charest. Couillard, c'est réinvélierie de l'État 2.0. Les libéraux de Jean Charest prennent le pouvoir avec le projet explicite de reconfigurer l'État. Ça ne marche pas. Souvenez-vous, les manifestations monstres dans les rues de Montréal et ailleurs pour dire nous n'avons pas voté pour ça. Et ils ont dû, pour des motifs politiciens, composer et reculer progressivement, bien en deçà de leur ambition. Le gouvernement Couillard a appris de ça. Ça existe, l'apprentissage. Et en politique, c'est très, très, très important. Ils ont bien compris. Le printemps érable a été une leçon de pédagogie terrible pour eux autres. Et ils ont compris qu'il fallait faire sans dire. Il fallait le faire en arrêtant de se comporter comme faisait Monique Véron-Forvet, en réfléchissant tout haut sur la place publique et en disant ce qu'ils allaient faire.
Alors, la méthode qui est employée, c'est une méthode qui est éprouvée. D'abord, qui a été largement documentée par les think tanks de droite aux États-Unis. Les républicains s'en sont largement inspirés. Mais on peut le retrouver aussi dans l'ensemble des programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Alors, c'est documenté. Joseph Stiglitz a fait beaucoup d'ouvrages là-dessus. Naomi Klein en a fait également. La méthode, elle est simple. C'est la stratégie du choc. Non pas y aller en s'annonçant à petite dose, mais massivement et brutalement. Ça se passe sur 3 axes. On peut observer ça à peu près partout. Si vous connaissez un peu l'actualité européenne, là, en Grèce, ça s'est passé comme ça. Oui. D'abord, multiplier les fronts. Ouvrir sur tous les sujets en même temps. C'est exactement ce que fait le gouvernement. Ouvrir, au nom des compressions budgétaires, okay, des dossiers, au fond, sur toutes les missions principales de l'État. De les ouvrir brutalement, mais de les ouvrir en les gardant opaques, c'est-à-dire en ne donnant pas la séquence, en ne disant pas où ça s'en va. L'effet psychologique est simple, c'est que vous généralisez la confusion et vous mobilisez le sentiment d'insécurité. Okay? Quand vous faites ça, vous pouvez ensuite jouer à fond de train des techniques d'alarmisme. Le spectacle le plus désolant auquel on a eu droit là-dessus, c'est celui que nous a joué le ministre Moreau sur les caisses de retraite, où il a fait là de l'actuariat plutôt créatif. Hein? Il a passé une loi en utilisant des chiffres périmés. Périmés! Il n'était pas faux, il était périmé, c'est pire. Et la Régie des rentes vient de donner raison aux représentants syndicaux qui, en commission parlementaire, avaient interpellé le ministre en disant « Vous déposez une loi qui va rompre le contrat social sur les caisses de retraite dans le monde municipal en vous appuyant sur des matériaux qui sont pourris. » Mais la chose est faite. Ça fait partie de la technique. Le fait accompli. Cet alarmisme-là, c'est évidemment aussi celui qu'on entretient sur la dette depuis 20 ans. D'abord, le Québec est un des rares endroits au monde où on discute de la dette brute. Hein. C'est absolument aberrant. Les spécialistes de ces questions-là vont vous dire que ça n'a aucun sens. On travaille sur la dette nette. Et quand on travaille sur la dette nette, le Québec se classe légèrement sous la moyenne de l'OCDE. On n'est pas les derniers de classe, loin de là. Très loin de là. Puis, en plus, on nous présente la dette dans des catégories conceptuelles fausses. Vous savez, c'est parallèle qu'on n'arrête pas de nous servir entre le budget personnel et le budget de l'État. Hein, il faut rembourser ses dettes. Bon. Et sinon, un État, ça ne rembourse pas ses dettes. Un État, ça les restructure, ça les refinance. Pourquoi? Parce qu'un État, c'est pérenne. Un individu, il est mortel. Alors, il peut si bien payer. Okay? Il y a une échelle temporelle. Un État refinance sa dette. Il la restructure, si bien que, essentiellement, le mécanisme de base, c'est de jouer sur la croissance économique. Si votre croissance économique est supérieure à la croissance de votre dette, son poids relatif diminue. C'est simple.
C'est comme ça que les pays d'Europe sont sortis de la guerre sans rembourser leurs dettes. OK? C'est pas rien, là. Ils sont sortis d'une guerre qui a fauché des centaines, des dizaines de millions de vies, qui a ruiné des économies entières. Ils ont lancé l'affaire. Il n'y a pas d'État qui fait un gros programme de remboursement. Et là, nous, là, il faudrait qu'on fasse de l'anxiété sur une dette qu'en plus nous possédons. Parce que la plus grande part de la dette québécoise est détenue dans les portefeuilles obligataires des caisses de retraite, des investisseurs institutionnels. C'est une aberration, mais ça marche. Okay? Et bien entendu aussi, on utilise les mesures dilatoires et les techniques de banalisation. Mine de rien, le 22 décembre, en fin d'après-midi, le ministre de l'Énergie a émis un communiqué pour dire qu'il allait y avoir une nouvelle politique énergétique. Ces méthodes sont éprouvées. Elles visent à la fois à utiliser et à provoquer le décrochage civique. C'est comme ça qu'un peu partout, en Occident, les taux de participation au scrutin baissent. Okay? Parce que les gens ont l'impression que la politique est totalement déconnectée de la vie réelle. Mais ça sert des intérêts. Cette méthode, donc, elle sert à créer l'impression de chaos. Et elle est déployée avec une virulence que seule la mobilisation citoyenne pourrait arrêter. Écoutez, là, c'est assez incroyable. On a un type qui est ministre de la Santé, qui joue avec le plus gros poste budgétaire de l'État du Québec, hein, c'est 40 quelques milliards. C'est beaucoup d'argent. Qui a entrepris une refonte majeure, qui n'a pas déposé une part pour nous dire où il s'en allait, sur quoi ça devait reposer. Rien. Pas de livre blanc, pas de livre vert, rien. Il a déposé un projet de loi massu, il a imposé sous le baillon en plus. C'est de la moitié du budget de l'État. Cette façon de faire procède d'une violence symbolique extraordinairement dure. Et elle peut se déployer essentiellement parce que, idéologiquement, le climat est entretenu de décrochage civique. Ce qu'il y a derrière les finances publiques, là, derrière la pseudo-crise des finances publiques, c'est bien davantage qu'un rétablissement budgétaire. C'est une reconfiguration du rôle et de la place du gouvernement du Québec dans la société québécoise. Globalement, c'est d'abord la dénationalisation du gouvernement. C'est un effort délibéré pour découpler l'identification nationale et le processus délibératif. Le gouvernement du Québec accepte que les arbitrages ultimes soient faits à l'extérieur de la démocratie du Québec. Okay? Ils ont imposé la réforme de l'assurance-emploi unilatéralement, déstructurant des secteurs entiers de l'économie, déstabilisant des régions. Rien. Ils imposent le pont Champlain, ils nous imposent le péage sur ce pont. Ils nous disent qu'ils vont nous traverser avec un pipeline. Notre premier ministre trouve qu'on est ingrat de poser des questions. Ensuite, on veut normaliser, ramener les principaux indicateurs économiques et réduire l'intervention de l'État pour que le Québec ressemble à la moyenne des États américains. Rappelez-vous, pendant le printemps érable,
c'était supposé être un argument de vérité absolue que de ramener les frais de scolarité à la moyenne canadienne. Pas à ce que veut la population du Québec, pas à ce que souhaite le système d'éducation. Non, non, non. Le ramener à la moyenne canadienne, ça, c'était supposé d'être un brevet de société. C'est extrêmement lourd de conséquences que cette combinaison de la dénationalisation et de la normalisation. La normalisation, évidemment, c'est les lois du travail, c'est les lois des politiques sociales. La dénationalisation, c'est la réduction de la représentation du Québec à l'étranger, c'est la destruction de l'image du Québec à l'étranger. Vous l'avez encore vu, on est premier ministre, on va parler en anglais partout. Aucun sens de l'État. Et c'est, je pourrais multiplier les exemples, mais c'est certainement à l'égard de l'espace économique québécois que ça se dévoile dans toute son ampleur. Derrière la rhétorique des compressions pour réduire la bureaucratie, ce que le gouvernement du Québec est en train de faire, c'est de renoncer à construire l'espace économique du Québec. Il renonce à structurer le territoire. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a un effet combiné. Il nous dit que le tout est bien différent de la somme de ses parties. Alors là, regardez comment ça s'aligne. Réduction, en fait, destruction des structures régionales en éducation. Réduction de la capacité fiscale des municipalités. Abolition des conférences régionales des élus. Réduction presque à néant du budget des CLD. Modification unilatérale des règles de gouvernance de ces 20 instances. Abolition, en fait, non-renouvellement du programme de soutien aux communautés dévitalisées. Remise en question du financement des équipements en santé. Remise en question du mode de financement des cégeps. Quand vous faites la somme de tout ça dans une même région, qu'est-ce que vous voyez? C'est pas juste la réduction de la bureaucratie qui se dessine, c'est le retrait de l'État. Or, ça faisait 50 ans qu'au Québec, on avait fait le choix d'utiliser l'État pour construire l'espace économique du Québec et lui donner sa dynamique propre. Ces décisions sont en train de nous ramener 50 ans en arrière. Et elles sont en train, ces décisions, de nous placer dans une logique de développement qui était celle du gouvernement libéral Tachereau des années 20. Celle de l'arbitrage ultime du développement régional par l'investissement privé. Point. S'il y a une grande entreprise qui s'installe, la région va vivre. S'il n'y en a pas, qu'elle crève. C'était comme ça que ça se passait. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, il y a dans ces compressions-là, il y a donc un effet produit qui n'a rien à voir avec la réalité comptable. Il s'agit d'un brevet de société. Un vrai brevet de société. On peut donc, je vois que j'ai abusé de mon temps, on peut donc décrire le paradigme austéritaire comme reposant sur ces principaux éléments-là. Le primat du marché, l'ajustement, bien sûr, aux moyens que le Canada nous laisse. Donc, renoncer aux arbitrages ultimes. Laisser Ottawa décider s'il y aura du péage ou pas sur le pont Champlain. Laisser Ottawa décider s'il y aura un port à Cacouna ou un pipeline à la Noël. Alors, c'est dans tous les domaines que ça se fait sentir.
Prenez l'exemple, et je passe vite, là. Quand, dans les années 50, on met en place le système d'assurance maladie, d'assurance hospitalisation, la contribution fédérale au financement de la santé était de l'ordre de 50%. Elle va tomber à 15% cette année. Et on prévoit que dans le renouvellement de l'entente sur le transfert canadien en santé, elle va descendre encore, cette contribution. Alors, évidemment, ce n'est pas les dépenses qui explosent. Dans une levée comme celle-là, vous voyez bien qu'il faut ajuster les dépenses aux revenus qu'on rend disponibles. Dans l'enseignement supérieur et la recherche, là, c'est des cartons, on le voit. Et c'est essentiellement parce que le gouvernement canadien a choisi de revoir son mode de financement. Et là, on l'a vu, l'Institut maritime de la montagne, le brevet Urana, on l'a vu avec l'avortement de la décision sur le lac mégantique, l'Observatoire du lac mégantique, sur les différents programmes de recherche. Et, bien sûr, sur le développement régional, où là, véritablement, on vient de balayer 50 ans de capital social accumulé. Parce que la création des CLD, comme la création des réseaux de garderies, ça s'est fait d'abord sur une dynamique sociale de concertation que l'État a fini par rejoindre, mais qui était d'abord dans la société. Les CLSC sont abordés des cliniques populaires, les CLD de la même manière. Bon. Alors donc, il y a là un énorme poids de société. On vient de passer au PEP 2 générations de construction institutionnelle. C'est pas un détail. Évidemment, ça a l'air d'être de la réduction de bureaucratie. Mais que restera-t-il après? Après, ce qui va rester, c'est la violence du marché. C'est tout ce qui va rester. L'État aura dépouillé les collectivités régionales de leur capacité d'agir sur la transformation et le fléchissement des tendances. Enfin, évidemment, la normalisation nous renvoie essentiellement à des législations qui veulent sortir la singularité du Québec, à commencer, bien entendu, et on l'entend régulièrement, par son taux anormalement élevé de syndicalisation. C'est parce qu'il y a 41% des travailleurs québécois qui sont syndiqués, que les conditions de travail sont ce qu'elles sont, et que les conditions salariales sont ce qu'elles sont. Si vous réussissez à casser ça, vous allez être capable de vous aligner sur l'Alabama et la Georgie. Hein? Sur les États où soit il n'y a pas de loi de salaire minimum, soit il est à 4 piastres et quart. Alors, nous sommes donc en présence, en dépit de la banalisation des stratégies élevées qui sont déployées, nous sommes véritablement devant un choix de société. Nous sommes devant un chaos provoqué à bas bruit. Véritablement. Et ce paradigme-là, on peut le décliner sur ces trois grands axes-là. Il est antinational. On veut véritablement casser l'identification des Québécois au gouvernement du Québec comme étant le lieu des ultimes arbitrages. Il est anti-concertation. La destruction des règles de gouvernance de tous ces éléments-là. Dans les CPE, c'est pas juste la question du tarif qui est en cause. C'est la question de la participation citoyenne. C'est la question du contrôle et de l'orientation des services et des institutions. Finalement, évidemment, c'est un paradigme anti-interventionniste qui veut instaurer le recours au marché et à la privatisation plutôt que le recours au service public.
Et de cette façon-là, évidemment, ça ouvre le champ au seul jeu des intérêts qui n'est pas temporisé par la volonté démocratique. Alors, si ce n'est pas suffisant pour vous convaincre qu'on est devant un choix de société, je pense qu'on va tous aller déjeuner que Walmart. C'est là que ça nous envoie, c'est clair. Il y a véritablement, sous nos yeux, un grand déploiement. Et c'est notre travail de le rendre perceptible, parce que je suis convaincu, personnellement, que ce n'est pas là que les Québécois veulent aller. Et je suis assez démocrate pour souhaiter qu'au moins le débat se fasse et que si c'est là que les Québécois veulent aller, qu'on y aille en toute connaissance de cause et non pas par les Merci.